Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au TLM6 C'est chaud, en direct ou en podcast, l'émission où tout le monde s'y connaît. Bonsoir Eurydice. Bonsoir Emma. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à cette toute première édition du TLM6 C'est chaud. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Au programme ce soir, un sujet et pas des moindres. L'individualisme est-il un gros mot? Emma, elle a choisi de l'être et elle vous dira pourquoi. Vous découvrirez ensuite que l'individualisme n'est pas forcément synonyme d'égoïsme avec Eurydice. Oui, une société individualiste, ça a aussi des avantages. Nous recevrons ensuite nos invités pour qu'ils puissent donner leurs avis. Mais on attend surtout le vôtre, vos questions et commentaires, chers amis auditeurs, au 01 53 24 12 000. Restez avec nous jusqu'au bout pour la deuxième partie de cette émission, un concert de Sadima, un groupe guitare, batterie, chant pour un moment convivial et participatif assuré. Et alors Emma, t'as pris une grande résolution avant le 1er janvier. T'es en avance, dis donc. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai franchi le pas. Alors, non pas sans hésitation, mais me voici. J'ai décidé d'être individualiste. Ça faisait un moment que mes copines m'en parlaient de cette nouvelle tendance. Et comment vous dire, j'osais pas. C'est comme porter une tenue totale léopard, soit ça passe, soit ça casse. Mais au bout d'un moment, il faut foncer, quoi. Puis j'en avais marre d'être altruiste et empathique. Sérieux, c'est so boomer, non? Qui a envie de regarder plus loin que son petit nombril? Moi, depuis que je suis passée à l'individualisme, je dors beaucoup mieux. Et ma charge mentale s'est largement réduite. Terminer les « on divise le gâteau en autant de parts qu'il y a de personnes autour de la table ». Mais qui aime partager son goûter ici? Personne. L'individualisme, c'est la nouvelle révolution à adopter. Tous vos repas de famille en seront grandement facilités. Vous voyez bien cette dernière part de tarte aux fraises dans le plat que personne ne veut prendre? Eh bien, hop, dans le gosier, ni une ni deux, et avec panache. L'ouverture aux autres, l'acceptation des différences, mais berk, je suis devenue intolérante, pire que le lactose. Non, et puis voilà, ce qui m'a aussi fait sauter le pas, c'est la facilité de la transformation. Je pensais qu'il fallait avoir recours à un traitement lourd, moi, pour devenir individualiste. Mais pas du tout. Une petite gélule avec le jus d'orange du matin, et une autre le soir si on veut vraiment un relooking complet. Franchement, je le recommande à tout le monde. Après, c'est vrai que je me pose quand même beaucoup moins de questions sur le monde qui m'entoure, faut pas se mentir. Et en même temps, j'en ai déjà tellement à traiter avec moi-même. J'ai mon propre chantier à gérer. Je ne vais pas faire les travaux des autres en prime sans être payée en plus. Emma, tu me ferais presque envie. Tu me donneras ton retour après quelques semaines d'utilisation. C'était Benabar dans le TLM6 C'est chaud. Eurydice, ce mot individualisme, moi, ça me laisse un peu perplexe. C'est quoi au juste l'individualisme? Eh bien, l'individualisme, c'est privilégier les intérêts, les droits et les valeurs d'un individu par rapport aux autres groupes sociaux, famille, communauté, société. L'intérêt individuel, il est supérieur à l'intérêt général. En politique, c'est autre chose, c'est valoriser le privé et réduire l'État. Mais ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, il est question d'individualisme dans la société. D'un point de vue sociologique, donc, l'individualisme met en avant les droits et aussi les responsabilités de l'individu.
Le mot il est souvent utilisé de manière péjorative comme synonyme d'égoïsme, et on pourrait penser qu'on s'affranchit de tout devoir de solidarité, qu'on ne vit que pour soi. Mais il ne faut pas confondre individualisme et égoïsme. Émile Durkheim, qui est sociologue à la fin du XIXe siècle, disait que l'individualisme, c'est un phénomène qui ne commence nulle part, qui se développe sans s'arrêter tout au long de l'histoire. Je vais quand même essayer de vous faire un petit aperçu de l'évolution, parce que c'est pas d'aujourd'hui que le monde est de plus en plus individualiste. En fait, ça a commencé en Europe de l'Ouest au XIIe siècle. Il y avait une certaine prospérité financière qui a permis à certains de s'enrichir par le commerce. Sans souci financier pour manger ou se soigner, on a donc le temps de s'intéresser à des préoccupations personnelles. Ces idéologies, elles se répandent au Moyen-Âge et à la Renaissance. Les contextes d'abondance permettent aux individus de se sentir moins dépendants et donc de se distancier des structures communautaires. À l'inverse, une société où les ressources sont instables renforce le tissu de solidarité. Ça permet en fait de se soutenir face aux problèmes. C'est à l'ère industrielle au XIXe siècle qu'on voit vraiment s'accroître l'individualisme, comprenez l'affirmation de l'identité personnelle. On observe la diversification des prénoms, la popularisation des portraits photos et des graffitis sur des monuments. Les personnes, elles sont elles-mêmes uniques et elles le font savoir. Les rêves des individus sont variés, c'est l'essor des chambres individuelles et des journaux intimes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, le développement d'un pays et le degré d'individualisme des habitants, il est lié. Par exemple, en Europe de l'Ouest, Australie, Amérique du Nord, Japon, l'individualisme, il est bien enraciné. A l'inverse, dans des zones moins développées ou en cours de développement, comme en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est, les cultures misent davantage sur le collectif. Mais l'individualisme ne se développe pas sans des institutions qui sont chargées en fait de soutenir l'individu face aux aléas de la vie, chômage, retraite, maladie. Rappelez-vous, l'individualisme, il est lié à la prospérité. On fonctionne seul parce qu'en fait, on peut se le permettre. Mais si on dit que le monde est de plus en plus individualiste, qu'est-ce que ça implique ? L'individualisme, en fait, ça permet l'affirmation des droits de l'individu. Durkheim dit que l'individualisme, c'est un facteur en fait de cohésion sociale. C'est pas de la dissolution, c'est la forme par excellence des sociétés où tout le monde est différent. Les individus, ils se complètent par leurs différences. Pour autant, l'État, il a aussi sa part de responsabilité. Il doit être fort et capable de promouvoir le bien commun. C'est lui qui doit lier les individus à la société et veiller à justement ce qui dépasse l'égoïsme pour penser pas comme tout seul, mais comme membre d'une communauté de citoyens. Mais comment ? En fait, il agirait sur deux fronts principaux, la justice sociale et l'éducation. L'économie, c'est un domaine anarchique, incohérent, sans morale, où l'égoïsme règne. Le rôle de l'État, en fait, ça serait de réguler tout ça, d'encadrer et de permettre le dialogue social. Mais en est-on là aujourd'hui ? Pour que notre société, qui est manifestement individualiste, s'équilibre, ne manque-t-il pas cette part dans la balance ? Du coup, l'individualisme, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Notre cher Durkheim, il disait il y a 200 ans que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière et qu'il s'agit de comprendre en fait comment le lien social s'est transformé et pas évaporé. La liberté, mesdames et messieurs, ne s'oppose pas à la solidarité. L'autonomie ne conduit pas à l'isolement. On ne peut pas fonder le sens de sa vie en dehors du lien à autrui de toute façon. Quand on pourrait croire que les sociétés individualistes sont égoïstes, c'est pas tout à fait vrai. Elles sont aussi solidaires par complémentarité. Chacun apporte à l'autre ce qu'il n'a pas, c'est la solidarité organique. L'individu, il est donc plus personnel et aussi plus solidaire. Il y a donc des bénéfices à être dans une société individualiste, Jamy ? Oui, une société individualiste, ça permet l'affranchissement des tutelles traditionnelles sociales, familiales, religieuses. C'est grâce à ça que les femmes se sont émancipées après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Aussi, l'individualisme, il est indissociable de la démocratie. La démocratie, en fait, elle-même, elle est née du renversement des règles établies. Elle a proclamé l'égalité des droits pour tous les citoyens. L'individualisme, il garantit donc la dignité et la liberté de chacun. Dans une société individualiste, on est finalement tous égaux. En fait, ça contraint à dépasser donc cet égoïsme, puisque les contraintes collectives qu'on a tous permettent que, moi aussi individuellement, j'ai des droits. Aujourd'hui, on peut d'ailleurs être individualiste et se tourner vers les autres, simplement d'une manière différente qu'auparavant. Les jeunes diplômés, par exemple, célibataires, ils ne se réalisent plus dans le mariage, mais dans une vie sociale très intense. D'autres sont seuls, mais prennent part à des associations. On recherche le lien social en dehors des institutions classiques historiques. Pour résumer, si on parle d'individualisme, on parle de l'État, de la cohésion sociale, de complémentarité des individus et aussi des droits individuels. Il faut donc avoir tout ça en tête.
Merci beaucoup Eurydice pour ces éclairages. Bon, nous commençons à en savoir un peu plus sur ce drôle de mot qu'est l'individualisme. Nous avons trouvé intéressant de convier autour de la table des personnes qui ont une expérience quotidienne de la vie en collectivité. J'accueille autour de la table Frédéric Brancaz qui travaille à la MJC. J'accueille aussi un tonnerre d'applaudissements pour Frédéric, s'il vous plaît. J'accueille également Michel Mangin qui travaille à la ville d'Annecy au niveau de toutes les questions qui touchent la santé mentale. Un tonnerre d'applaudissements pour Michel, s'il vous plaît. Et j'accueille aussi Aurélie qui travaille au Goéland, donc une structure qui se situe à Mété. Ah, un tonnerre d'applaudissements pour Aurélie. On va commencer par toi, Aurélie, si tu es d'accord. Donc, je t'invite à prendre le micro qui est là, faire un petit essai. Oui. Tout le monde entend bien, Aurélie ? Très bien, merci. Super. Ça fonctionne. Alors, Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, dire dans quelle structure tu travailles, et ensuite je te poserai une petite question. Alors, je suis Aurélie Baudelet, éducatrice spécialisée au Goéland, foyer de vie, qui fait partie de l'association Alpisia, et donc nous sommes à Mété. Voilà. Je travaillais dans la protection de l'enfance, en pédopsychiatrie, et là, j'accompagne au quotidien des personnes qui ont une paralysie cérébrale, entre autres. Est-ce que c'est possible pour les résidents avec lesquels tu travailles dans un foyer de vie comme le vôtre d'être individualiste ? Alors, je me suis demandé, je voyais individualiste comme un mot un peu négatif, comme plutôt associé à l'égoïsme. Et le goéland, on est plutôt comme une mini-société ou alors une belle fourmilière. Il y a énormément de professionnels, éducateurs et autres, et beaucoup de résidents. Et donc, ils sont contraints à de la collectivité et nous, on observe des besoins et le rôle de l'éducateur est d'accompagner à ce qu'ils expriment leurs besoins qui sont souvent liés à leur personnalité, à des goûts de vie, à des valeurs familiales. Et je dirais que tout ça, eh bien, il faut arriver à l'exprimer au quotidien dans du collectif. Bravo, merci. Voilà. Et donc, du coup, je dirais individualiste, oui, et doublement oui, à travers plein de choses qu'on met en place et puis qui puissent s'exprimer et vivre en étant différents des autres. Voilà. Merci beaucoup, merci Aurélie pour ton témoignage. Et bien maintenant, nous allons passer à Frédéric, dit Fred. On va l'appeler Fred, hein, on ne va pas se mentir. Fred, est-ce que, selon toi, ton expérience, faut-il renier son individualité pour vivre en collectivité ? Peut-être que d'abord, tu peux te présenter, comme ça, on sait qui tu es. Alors moi, c'est Frédéric Brancaz, dit Fred. Je travaille ici à la MJC de Mété, en agent de sécurité, mon premier rôle. Sinon, je suis là pour la maintenance et la médiation. Et là, aujourd'hui, j'ai normalement mon rôle de SIAP, je dois être au niveau de l'établissement, mais là, je crois qu'on m'a fait une grosse surprise, me prendre comme ça. Et bon, je suis open pour autour de la table, là. Trop chouette. Donc, j'imagine que vous me demandez parce que on a beaucoup échangé par rapport à nos vies passées. Et moi, j'ai un petit vécu, on va pas dire à part, mais assez original, on va dire. J'ai vécu en communauté, j'ai beaucoup traîné au bord de la route aussi, hein, avec mon sac à dos. J'ai rencontré beaucoup de cultures, donc qui fait que j'étais, comment dire ça, dans l'observation, avant tout pour découvrir et puis apprendre. Et à l'heure aujourd'hui, je suis toujours dans l'apprentissage, hein. Mais alors aujourd'hui, vivre en groupe ou vivre individuellement ou en retrait ou essayer de se fondre dans la masse, c'est quelque chose qui... c'est avec le temps, en fait. Avant tout, c'est se connaître un minimum, avec un minimum d'outils que tu as eu dans la vie. Et grâce à ça, tu peux faire face à ton entourage.
Alors que ce soit en groupe ou dans un mode de vie, dans un système ou dans une communauté ou en mode solo, toi avec, je sais pas moi, avec la terre, toi avec ta croyance et tout ça. Ça fait que tu as différentes facettes en toi qui fait que tu avances et tu montres ta facette à l'heure actuelle. Moi, à l'heure actuelle, je suis papa, donc je ne peux pas être non plus individualiste, comme on dit, et penser qu'à ma gueule et avec mes vérités. Non. Alors aujourd'hui, je travaille aussi dans une MJC et je ne peux pas prêcher que ma vérité à l'heure actuelle. Je suis obligé d'être avec les gens et être à l'écoute et puis faire la part des choses. C'est un tout, en fait. C'est comme la vie, en fait. Tu crois quelque chose, l'autre, tu vas dire non, c'est ça. En fait, chacun sa vérité. Dieu, tu peux dire que Dieu, il existe. L'autre, il va te dire non, Dieu n'existe pas. Donc, tu vas l'écouter et puis tu fais OK, ouais. En fait, on est là tous à un petit chemin. On sait peut-être comment on va, mais bon, c'est toujours des points d'interrogation. Demain, je suis en train de vous dire ça à l'heure aujourd'hui. Demain, je vais peut-être penser autrement. C'est comme ça, en fait. Mais on est propre à chacun, en fait. Comment dire ? Moi, j'ai ma vérité. Je ne veux pas l'imposer. Mais par rapport à mes rencontres que je fais tous les jours, j'essaie de montrer ma manière sans vouloir prendre le dessus. Et dans la société, aujourd'hui, on veut imposer certaines choses et on veut dire que c'est que seulement comme ça et c'est pas autrement. Mais après, bon, il faut savoir être caméléon. C'est pas une qualité pour tout le monde, une force pour tout le monde. Mais voilà, il faut savoir s'adapter. Et des fois, on est obligé de se plier pour accepter les règles. Après, c'est comme tout. Hein, voilà. Donc il s'agit en fait pas de renier son individualité, mais plutôt des fois on exerce telle ou telle part de soi et des fois d'autres. Voilà, il faut surtout observer. Il faut observer ce qui est autour de soi. Après, il faut être clairvoyant en fait. C'est pas toujours être sûr de soi, c'est être clairvoyant. Quand tu es clair, au moins tu vois comment c'est ton terrain de jeu. Et par rapport à ça, tu peux donner de toi, ou soit non, c'est plutôt peut-être les autres qui doivent donner pour toi. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. Quand je vois que je m'impose trop, je dis « Ah, peut-être que tu as trop fait là. » Donc, recule un pas. Mais voilà. C'est cool qu'il y a des secteurs et des petites choses qui entre les gens, ils essaient de trouver leur famille et tout ça pour essayer de se trouver eux-mêmes. Ça, je trouve, franchement, moi par exemple, à l'heure aujourd'hui, où j'ai travaillé avant, c'était pas cette cadence-là. Et on n'apprenait pas à se connaître. On faisait le travail. On te donne le travail et tu le fais, c'est tout. Et là, je suis franchement avec mes collègues, ma direction, je suis bien entouré et ça donne une force. Et au moins, tu peux Moi, voilà, c'est trouver sa famille. Quand tu as trouvé ta famille, là si individuellement, tu t'investis autrement. C'est comme si tu n'es pas dans ton milieu et tu n'es pas dans ta famille, comment tu veux montrer ton côté à toi, ton côté perso, ton côté... Donc l'individualisme, il s'exprime aussi dans la collectivité, en fait. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Mais il faut trouver sa famille. C'est sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Fred. Vous m'avez bien eu. Hein. La prochaine fois, je vais fuir dans... Eh bien, tu peux le passer le micro à notre troisième invité. Michel, dites-nous tout. Qui êtes-vous ? Et puis après, je vous poserai la question comme aux autres, une question un peu spéciale. Alors, moi, je suis Michel Mangin, je suis médecin. Je travaille à la ville d'Annecy comme coordinatrice des politiques de santé. Donc, c'est un petit peu comment on fait travailler ensemble les gens sur les questions de santé et dans toutes les politiques publiques. Et Michel, selon vous, est-ce que l'individualisme fait du bien aux gens ? Alors, c'est un petit peu oui, un petit peu non. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus dans les librairies, dans les médiathèques, mais aussi sur les applis ou alors dans les radios, etc., des mouvements de développement personnel,
des livres, des lectures, des propositions sur le développement personnel. Et pour développer le bien-être, il y a une espèce d'injonction au bonheur. Et pour être heureux, il faut faire ça, 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 ça. Moi, je suis plutôt du côté du développement en fait, des ressources personnelles. Mais ces ressources personnelles, elles sont à développer pour vivre ensemble. Parce qu'en fait, vivre tout seul, pour le coup, c'est pas bon pour la santé mentale et ça fait pas se sentir bien quand on est toujours tout seul. Hein, quand on choisit d'être seul, c'est différent. Et il y a une théorie d'un monsieur qui s'appelle Seligman, qui l'a développée il y a déjà un bout de temps, qui dit que les 3 besoins psychologiques fondamentaux qu'on a, c'est la compétence, le sentiment de compétence, donc pouvoir se sentir efficace, pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, voilà, se sentir compétent, développer ses forces. Il y a besoin d'autonomie. Alors effectivement, l'autonomie, ça pourrait aller aussi avec l'individualisme, c'est-à-dire pouvoir prendre des décisions pour soi, développer son autodétermination. Donc ça militerait plutôt en faveur de l'individualisme. Et puis, le 3e besoin, c'est la proximité sociale. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on développait autant avant. Et c'est donc vraiment, l'homme a besoin de liens et de vivre avec les autres. Et en fait, pour bien vivre avec les autres, on a besoin de développer ses compétences personnelles, ses compétences en empathie, le gros mot que Emma n'aime pas, l'altruisme, développer ses compétences aussi émotionnelles, c'est-à-dire reconnaître ses émotions, savoir reconnaître celles des autres. Mais tout ça, c'est quand même l'objectif, c'est pour mieux communiquer avec les autres, mieux les comprendre, mieux vivre en société. Donc on voit bien qu'il y a bien ces 2 versants, mais c'est comment l'individualisme sert la cause de la société ou du groupe ou de la famille, enfin le groupe qu'on s'est choisi ou avec lequel on doit vivre, hein, parce que parfois on ne choisit pas, mais on doit quand même vivre ensemble. Donc voilà, moi je travaille plutôt, enfin, de ce que je constate en travaillant sur les questions de santé mentale, c'est que la solitude, ça fait plus souvent souffrir que du bien, quoi. Donc c'est mieux de pouvoir vivre ensemble, et pour pouvoir vivre ensemble, il faut développer ses propres compétences. Merci beaucoup à vous 3 pour ces regards croisés. Donc, comme son nom l'indique, le regard croisé, l'idée, c'est d'avoir plusieurs perceptions, de mettre en contradiction aussi des choses, des vérités, comme tu le disais, Fred, tout à l'heure. Donc voilà, merci à vous 3. Chers amis auditeurs, chères amies auditrices, le temps est maintenant venu de donner votre avis. Pour ce faire, la collègue Eurydice et la jeune bénévole Gladys, un tonnerre d'applaudissements pour Gladys, s'il vous plaît. Elles sont dans l'assemblée et elles vont pouvoir vous confier le micro quand vous souhaiterez prendre la parole. N'hésitez pas à faire un petit signe parce qu'on ne voit pas tous vos visages. Ah, merci Eric. Eric, un petit peu de lumière dans le public, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors déjà, est-ce qu'il y a des réactions à chaud, là, tout de suite, sur ce qui vient d'être dit ? Voilà, est-ce que ça répond à des choses que vous étiez dit avant de venir, ou est-ce que ça amène d'autres éclairages ? Est-ce qu'il y en a qui veulent dire des choses dessus ? Bonjour, je m'appelle Michel, je suis bénévole à la MJC Victor Hugo. Quand j'ai vu l'affiche, le mot individualisme m'a fait peur parce qu'on est en contact avec plein de monde, il y a beaucoup de solidarité ici. Et puis, grâce à votre éclairage, j'ai compris ce que ça voulait dire et j'ai bien aimé le discours de, par exemple, Fred qui dit c'est important de se connaître. Et si on ne se connaît pas, qu'on n'est pas un peu individuel, on est moins apte, on voit nos faiblesses, une qualité, mais nos faiblesses, on est moins apte à s'occuper des autres quand on n'est pas bien. Et donc, le mot au début me faisait peur, mais quand je vois les animatrices que je connais le mieux, donc il y a beaucoup de liens sociaux ici, mais en même temps, elles respectent l'individualisme de chacun. Je pense à Eurydice, là, votre présentatrice, et c'est bien développer la personnalité de chacun, c'est-à-dire l'individu aussi. Mais maintenant, on est dans un monde aussi où des fois, les gens se replient trop sur eux. Mais grâce à votre éclairage, j'ai compris le bon côté du mot individualisme. Voilà, je vous remercie.
à main levée, on va faire à main levée, qui pense que c'est une amélioration. Le fait qu'on est individuel et que du coup, tout ce que ça entraîne, que les droits, le développement personnel, etc. Qui pense que c'est une amélioration à main levée. J'ai vu, non ? Qui pense que c'est une détérioration. Est-ce que vous voulez préciser pourquoi vous pensez ça ? Oui, je crois qu'on est dans une société actuellement, si vous voulez, où l'individualisme ne prime pas parce que c'est la sécurité qui prime. Je vais vous donner un petit exemple. Une fille qui s'est faite violer, c'est pas bien vu, dans le métro. Et personne n'est venu à son secours. C'est quoi ? C'est de l'individualisme ou c'est quoi ? C'est de la peur, c'est tout. Alors après, je ne vais pas me masturber l'esprit en vous expliquant le pourquoi et le comment. Je trouve, si vous voulez, que la société, la société a peur actuellement. Vous avez beau dire ce que vous voulez maintenant en disant on est individuel, on est ici, on est là. La société a peur, les gens n'interviennent plus quand vous êtes menacé. Point. Ça s'arrête là. On est dans une société, si vous voulez, où les gens ne veulent plus être emmerdés. Je vous passe l'expression. Et vous savez, Anna Freud avait un propos qui était extraordinaire. Elle disait, si l'instant d'avant il pensait le contraire, le présent l'emportait toujours dans l'univers des enfants. On est dans l'univers d'enfants. C'est-à-dire que les gens ont peur, ils ne veulent pas intervenir, ils ont peur d'être systématiquement devant le tribunal, d'être condamnés, et on n'intervient pas pour ça. Donc c'est l'élément peur, si vous voulez, qui régit cette société. Le reste, après, c'est du vocabulaire, du vocable, et puis c'est tout. Je ne cherche pas du tout à me prévaloir, je cherche à vous expliquer que la société est malade. Elle est malade parce qu'on a des politiques qui ne veulent pas prendre leur responsabilité. Elle est malade parce que les gens n'ont pas de travail, parce que les gens vivent mal. Voilà, il y a tout un ensemble qui fait que je crois que l'expérience, un petit peu, c'est comme le pantalon, chacun le sien. Hein. Et c'est l'expérience qui vous amène pratiquement où vous êtes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez souffert, eh bien, vous avez derrière vous un bagage qui vous permet ensuite d'expliquer ces souffrances et d'aider les autres. Tel est mon point de vue. Voilà. Merci Pour beaucoup. votre point de vue, je vois une réaction là-bas, je laisse la parole. Merci. Bonsoir, donc moi c'est Guillaume, je suis collègue à Aurélie, je travaille au Gouélan. Alors l'individualisme, il a, comme disait ce monsieur, un mauvais côté et aussi un bon côté, comme disaient les deux messieurs. C'est vrai que il y a le côté individualisme, donc protection, repli sur soi et confort aussi. Et il y a aussi l'individualisme, et parfois il faut savoir aussi être égoïste, se replier sur soi, avoir une retraite pour se retrouver soi déjà, parce que se retrouver soi c'est important si on veut aussi se connaître pour mieux accompagner les autres par exemple. Et comme on dit aussi, chaque arbre, chaque être individuel, mais c'est tous les arbres qui font une forêt aussi. Donc tous les êtres individualistes peuvent aussi se rassembler pour faire de belles choses. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, on a vraiment ces différents avis. Et d'un côté ou de l'autre, plus ou moins positif, est-ce que vous pensez que chacun peut agir dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que chacun doit agir? Un petit peu pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur. Est-ce que vous pensez que vous pouvez agir contre ça ou pour ça? Pas de réaction tout de suite, parce que du coup, monsieur disait que voilà, personne n'agit par rapport à une question de crainte, de sécurité pour soi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'on constate les choses? La société, elle est comme ça. Est-ce qu'on essaie un petit peu de mettre ce soir, et on le refera dans l'année, un petit peu en débat, ces questions de, OK, on voit des choses dans cette société, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je dis qu'on peut lutter contre ça, comme disait Fred tout à l'heure, à partir de nos expériences personnelles et de nos vécus. On peut aider les autres et ça aide à connaître les autres, donc et à sortir un peu de ce qu'on croit vrai pour soi. Et quand on rencontre les autres, ça élargit le point de vue et donc on peut lutter contre le trop-plein d'individualisme parfois.
Voilà ce que je pense. Merci Michel. Gladys sur scène. Michel aussi. Hein. Oui, je pense qu'on peut faire quelque chose en le sens que ce qu'on constate, c'est qu'en fait, quand on agit pour le groupe, hein, en tant que bénévole, en tant que professionnel, quand on va vers les autres, quand on aide les autres, quand on accompagne les autres, ben, en fait, on fait du bien aux autres, ça c'est sûr, mais on se fait aussi du bien à soi. Et finalement, on agit sur les deux côtés. Donc c'est vrai que aller vers les autres, ça fait du bien d'un point de vue personnel aussi, parce que ça peut développer de la gratitude de la part des personnes qu'on aide, mais même pour soi, c'est se rendre compte que finalement on peut décider d'aller vers les autres et ça fait du bien. Donc en fait, on voit bien que c'est toujours complémentaire ces deux éléments-là. Mais pour aller vers les autres, il ne faut pas avoir peur, effectivement. Donc c'est mieux se connaître entre nous pour lutter contre la peur. Parce que souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait. Oui, mais la peur, si vous voulez, c'est des choses. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Jean-Louis. La peur, c'est souvent un élément extérieur. On ne maîtrise pas une peur, elle arrive sur vous, et à ce moment-là, vous êtes bloqué. C'est un système qui est très simple. La plus belle chose qu'on puisse voir actuellement, c'est Notre-Dame de Paris, où énormément de gens ont cotisé pour refaire cette cathédrale. Ça, c'est magnifique. Ce sont des gens qui sortent outre France, puisque vous avez beaucoup d'étrangers qui ont cotisé. Tous ne sont pas des chrétiens, tous ne sont pas pratiquants, mais on a donné pour garder un monument. D'ailleurs, ce monument, il a un petit peu quelque chose d'extraordinaire. Il y a un seul roi qui a été couronné dans ce monument, c'est Henri VI. Henri VI, c'est un roi anglais qui est venu se faire couronner en France parce qu'il s'est marié avec une femme qui était plus ou moins française. Voilà. Alors pour moi, si vous voulez, la peur n'est pas maîtrisable. La peur est extérieure. Et c'est ça que je voudrais qu'on voie, comment on peut maîtriser une peur. La peur, elle peut maîtriser par un groupe. Parce que le groupe se donne, si vous voulez, un certain courage. Et quand on est en groupe, effectivement, on a une possibilité d'agir très rapidement. Mais si vous êtes tout seul, vous n'arrivez pas. Ce n'est pas vrai, vous êtes bloqué. Des systèmes des gens qui sont bloqués parce qu'ils n'osent même plus bouger, eh bien, vous en avez des dizaines, des milliers, et puis c'est tout. La société, si vous voulez, est tellement faite. Je prends un exemple. Combien il y a de gens ici qui donneraient un rein à une personne qui en a besoin sans la connaître? C'est de l'individualisme, ça, ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Vinciane, hein, je vais parler à ta place. Hein. Donc, toi, tu penses que oui? C'est ça? C'est de l'individualisme? Ok. D'accord. Toi aussi, Laurence. Merci beaucoup à vous. Je crois qu'il y avait l'individualisme, peut-être aussi en lien avec ce que vous disiez, peut-être voilà cette question de peur, de sécurité, peut-être d'inconnu aussi. Je rebondis juste sur la réponse du monsieur et j'ai vu au fond la remarque suivante. Du coup, je vais partager mon avis. Je sors du rôle de médiation, je rebondis à ce que vous dites. Il y a la peur aussi qui nous tombe dessus et aussi il y a la peur qu'on se met soi-même à cause de notre environnement, pas forcément direct. Ça peut être les médias, ça peut être ce qu'on entend. Et plus on baigne dans la peur, plus on développe cette peur-là. Et je pense que ça, chaque individu peut agir aussi dessus en choisissant plus ou moins l'environnement dans lequel il évolue et en allant vers des endroits qui nous font du bien, en coupant, c'est des choses bêtes à dire, hein, mais en coupant... des informations qui ressassent tout le temps des choses négatives aussi. On peut se dire, là, il n'y a que du négatif. Ça n'est pas vrai. Il suffit aussi d'ouvrir les yeux sur les choses positives. Un exemple personnel, j'écoute beaucoup des histoires de true crime. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est tous les faits divers. Voilà, c'est absolument horrible. Des gens qui sont plus... Voilà, enfin bon... Des faits divers absolument horribles. Et du coup, en sortant dans la rue, je me dis, en allant randonner toute seule dans la montagne, je me dis, oh là là, il va m'arriver des choses. Alors qu'il y a 3 ans, j'écoutais pas ça et j'allais randonner toute seule et j'avais pas peur. Et du coup, je pense que c'est tout ce climat-là aussi qu'on peut maîtriser pour soi. Et la peur, elle est aussi dans notre tête des fois. Voilà. Je laisse la parole. Je peux parler? Il y a quelque chose? Ah, excusez-moi.
bonsoir. Moi, est-ce que vous pourriez nous... Vous avez utilisé tout à l'heure le concept de l'individuel dans le collectif. Vous pourriez nous préciser votre pensée parce que j'ai pas tout suivi. Pourtant, j'ai essayé d'être attentif, mais je pense que j'ai raté un truc. Tu t'adresses aux invités? Je sais plus, en vrai. À une des questions qui a été posée, faut-il renier son individualité pour vivre en collectivité? Mais je crois que vous avez abondé dans cette idée qui a la notion d'individuel dans le collectif. Et j'avoue que j'ai pas compris. Enfin, non, peut-être je me trompe. Hein. Non, est-ce que tu veux que ce soit un invité qui réponde ou est-ce que tu t'adresses à... C'était juste, c'est la personne qui a émis ce propos. Je sais plus, je sais pas si c'est pas toi ou... Non. En fait, c'est revenu dans plusieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui vous répondre peut-être? C'est vrai que toutes les questions portaient sur est-ce que quand on vit en collectivité, en communauté, quand on est avec les autres, est-ce qu'il faut renier son individualité? Est-ce qu'on a le droit d'être individualiste? Est-ce qu'il faut être individualiste? Est-ce que ça fait du bien? Alors, l'individualité dans le collectif, c'était ça, un peu ce que vous interrogiez. C'est vrai que nous, au quotidien, on est sur un groupe de 10 résidents qui est multiplié par 3 groupes. Donc, ça fait un paquet de personnes en situation de handicap qui vivent toute l'année. Et c'est vrai que ça fait du monde. Donc, il y a automatiquement une sorte d'organisation dès le lever, jusqu'au soir, très collective. Et à travers ça, eh ben, ça se passe. Hein. Je veux dire, l'homme s'adapte à tout. Donc, on mange à telle heure tous ensemble, on fait des activités tous ensemble, on s'écoute. Il y a tout un tas de règles collectives pour que ça soit vivable. Et par contre, on se rend compte que ça ne peut pas être suffisant. C'est foyer de vie, le goéland, il faut qu'il y ait de la vie et ça passe aussi par je m'affirme, je m'oppose à ce qui est dit à table par l'ensemble des autres sur un sujet, je dis que j'aimerais que l'accompagnateur me parle autrement. Et donc ça, c'est de l'individualité, c'est-à-dire que les gens osent s'affirmer, d'autant plus qu'il y a un handicap, donc il y a une communication adaptée, il faut qu'on soit à l'écoute, donc il faut qu'on attrape le message qui est individuel dans une ambiance collective. Et c'est peut-être ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on passe à côté si on reste sur du collectif. Et c'est ce qui fait que les gens, du coup, vivent bien, que c'est harmonieux et qu'il y a une ambiance agréable parce que, justement, les gens s'affirment en tant qu'individus. Et c'est pas de l'égoïsme, du coup, c'est simplement pouvoir s'adapter aux autres, être en relation et vivre par rapport à ce qu'on est, à nos émotions du moment, à notre personnalité et puis nos aspirations. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ça a répondu à votre interrogation, du coup? Oui, il a dit oui. Donc du coup, je vois encore des mains levées. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a le bar à l'issue du concert qui est ouvert, qui a un chouette espace, entre autres, mais partout ici au centre social, pour poursuivre la discussion qui est vraiment très intéressante. On a aussi une durée limitée dans le temps pour ce moment-là, mais ensuite, on pourra débattre plus longtemps, donc gardez bien vos réflexions. Voilà, ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'on est enregistré, on va rediffuser cette émission sur nos réseaux. Laissez les commentaires sur savoir ce que vous en pensez, vous, voilà, derrière l'écran. Et puis nous arrivons à la fin de cette émission radio. Encore merci beaucoup à Eric Baye, à la technique son et lumière. Merci beaucoup, Eric. Ce soir, autour de la table, il y avait aussi notre collègue Audrey Tupinier qui a géré les petites manettes là. Bravo à elle, merci beaucoup. Bravo. J'ai cru qu'elle allait être interviewée, mais elle n'a même pas été interviewée. Merci encore à nos invités d'être venus autour de cette table. La prochaine émission radio, tout le monde s'y connaît chaud, c'est le 31 janvier 2025, avec une question un peu plus locale. La population d'Annecy est-elle épanouie? Vous avez 4 heures. Vous pouvez retrouver le détail dans la programmation culturelle de la MJC. En tout cas, on vous laisse tout de suite avec le groupe Sadema. Rendez-vous au bar pour la suite des débats. Arvipa.